Merci de nous accueillir chez vous avec ce plateau Focus qui va justement faire focus sur les enjeux liés à la création d'un super gendarme des valeurs et de la qualité dans nos universités. La délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Le 17 février dernier, lors de l'installation de cette autorité déontologique de l'enseignement supérieur, Patrice Talon disait ceci, je cite: « Ce qu'on appelle professeur d'université devra être un expert dans sa discipline et son expertise devra régulièrement être évaluée par d'autres experts de renommée internationale. » Et aussitôt d'ajouter, je cite, « Il devra surtout s'interdire toute relation ou tentative de relation amoureuse avec son apprenant. Le temps est donné, un rien sentencieux par le chef de l'État qui n'a pas fait mystère de potentielles sanctions en cas d'écart. » Alors, question, à quel point donc nos universités publiques notamment se sont-elles éloignées des valeurs d'excellence et de dignité éthique au point où Patrice Talon ait éprouvé le besoin, par ce super gendarme des mœurs, d'ajouter une couche de réforme supplémentaire à la veille déontologique dans l'enseignement supérieur. Nous allons explorer cette question avec deux invités, mais aussi à travers un témoignage saisissant, vous le verrez, des réactions de citoyens et bien entendu les échos du discours présidentiel qui installait l'autorité, cette autorité morale ou éthique. Et on aura aussi également les éclairages de la ministre de tutelle sur les nouvelles exigences fixées par le chef de l'État autour du recrutement des enseignants qui viennent enseigner dans nos universités avec les grades du CAMES en main. C'est la trame de ce plateau que j'ai le plaisir de co-officier avec mon confrère de Canal 3, Wahab Alikpara. Wahab, nous avons sur ce plateau deux acteurs de nos universités, oui, publiques et privées. Voilà, deux acteurs du monde universitaire, nos universités publiques et privées. Tout d'abord, à ma droite, le professeur Félicien Ablessi. Il est le recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Monsieur le recteur, bonjour. Bonjour. Merci de vous être montré disponible. À ma gauche, nous avons le professeur Vigile Ahi. Il est le directeur de recherche et président de l'Union des établissements d'enseignement supérieur du Bénin. En abrégé, ça fait EPES. Merci également de vous être montré disponible. Je vais m'adresser maintenant au recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Depuis le 17 février dernier, il y a ce message du chef de l'État et l'action qui l'accompagne également, je dirais, qui font grand bruit sur la toile. Il s'agit bien entendu de l'installation de la délégation générale au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur où vous travaillez. Ma question est donc de savoir comment vous avez accueilli cette création, n'est-ce pas, de ce qu'on peut qualifier de super gendarme de déontologie au niveau de l'université, alors qu'on sait qu'il y a d'autres entités disciplinaires qui existent, un peu comme le Conseil national de l'éducation. Merci, monsieur le journaliste. Si on est arrivé à cette étape où l'État décide maintenant d'installer la délégation générale au contrôle de l'éthique pour l'enseignement supérieur, c'est suite certainement à l'état des lieux et qu'on constat fait. Si maintenant, à l'enseignement primaire, à l'enseignement secondaire, il y a un corps de contrôle constitué des inspecteurs et il n'y en a pas à l'enseignement supérieur, il faut nécessairement équilibrer cet état de choses. Non seulement à partir de là, les enseignants du supérieur sont évalués seulement par le Conseil africain Maga pour l'enseignement supérieur. Ils ne sont pas évalués sur le plan pédagogique. Donc ce corps de contrôle, certain à mon avis, va œuvrer dans ce sens et corriger un certain nombre de dysfonctionnements. On va permettre à M. Virgile Ahi, directeur de recherche, mais président des entités universitaires et du privé, a réagi également à l'avènement de cette autorité morale ou autorité des mœurs dans nos universités. Et on va surtout repartir au 17 février pour réécouter le chef de l'État dans ce qu'il imprime à cette autorité comme mission, j'allais dire axiologique, mission des valeurs dans les universités. On vous écoute. Oui, je vous remercie. Au niveau de l'Union nationale des établissements privés de l'enseignement supérieur, en tout cas de tout ce qui est acteur du secteur privé, nous n'avons pas été surpris. Nous nous y attendions, puisque nous sommes des acteurs depuis 2016 de l'avènement de la rupture. Ça faisait partie de ce qu'on nous a promis et que nous attendions. Et ceci dit, en fait, ce n'est pas adressé qu'aux
publiques, aux universités publiques. Parce qu'en réalité, depuis quelque temps, le recteur est là, j'en profite pour le saluer et saluer le ministère de tutelle. Nous sommes portés à bout de bras par les universités publiques. Et ça voudra dire que si c'est bon, de l'autre côté, le recteur a relevé des défaillances, des lacunes et éventuellement des choses à améliorer. Et je dis que ça va nous profiter parce qu'aujourd'hui, nous, dans le secteur privé, nous ne savons pas encore où nous en sommes. Pour nous, entre 2016 et 2020, tout aurait été bouclé. Aujourd'hui, nous avons perdu notre position dans la sous-région. Le privé au Bénin rayonnait dans la sous-région. Et aujourd'hui, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burkina Faso, au Niger, les leaders de l'enseignement supérieur privé sont des Béninois. Et la plupart, d'ailleurs, d'entre nous qui ont délocalisé. Et aujourd'hui, comment se fait-il que nous ne sachions pas où nous allons? Nous n'avons aucun test à jour qui nous régisse. Nous fonctionnons sur les tests de 2008. Et c'est en cela que nous remercions le chef de l'État d'avoir activé ce corps de contrôle et d'accompagnement. Parce qu'en réalité, on voit l'aspect gendarme, ça va être au niveau des programmes. Parce qu'on aura le temps d'en parler. Et le CNE a amorcé, mais il lui manquait justement... Le Conseil national de l'éducation. Voilà. D'accord. Et si on profitait pour aller réécouter le chef de l'État dans ce qu'il indiquait comme combat axiologique, je l'ai indiqué, déontologique de cet organe, cette autorité morale, à savoir la délégation au contrôle et à l'éthique. On va l'écouter. Il est un besoin pressant d'engager l'assainissement des mœurs, de promouvoir la conscience professionnelle et de veiller à la qualité du contenu des enseignements. Le tout, afin que l'éthique et la qualité cessent d'être simplement de jolis mots sans contenu réel. Il fallait donc agir impérativement. Agir pour redonner confiance à nos enfants, aux apprenants ainsi qu'à leurs parents. Agir donc pour dire aux enseignants vertueux, dévoués et dotés de compétences pointues, régulièrement mises à jour, qui n'ont pas tort de l'être. Et à ceux qui s'écartent des normes professionnelles et éthiques, qui, quoique diplômés, n'ont pas l'expertise et se complaisent dans la routine, que cela ne saura prospérer plus longtemps. Désormais au Bénin, celui qu'on dénomme communément professeur d'université devra être un expert dans sa discipline. Et son expertise devra régulièrement être évaluée par d'autres experts de renommée internationale. Il devra savoir transmettre ses connaissances et être d'un professionnalisme irréprochable. Il devra aussi et surtout s'interdire toute liaison ou tentative de liaison amoureuse avec son apprenant. Aussi me plaît-il de rappeler que désormais au Bénin, les grades du CAMES ne donneront plus automatiquement droit aux fonctions d'enseignement dans le supérieur public. Une qualification complémentaire sera requise à partir de maintenant. Vous comprenez aisément mon enthousiasme au moment de vous renvoyer à vos fonctions. Vous avez compétence pour intervenir aussi bien dans le public que dans le privé, pour faire respecter les règles d'éthique et de déontologie, pour évaluer ou faire évaluer les enseignants et sanctionner au besoin tout manquement. Vous êtes donc désormais les gendarmes des mœurs, de la déontologie et de la qualité dans le monde universitaire. Alors, monsieur le recteur, on peut dire que visiblement les choses ne vont pas bien. Il y a des écarts avec les normes d'enseignement. Quel état des lieux faites-vous, vous qui êtes acteur sur le terrain?
Donc, je disais tout à l'heure de l'état des lieux. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut se rappeler que nous sommes des enseignants-chercheurs. Nous sommes là pour la pédagogie et la recherche. Et si nous allons au CAMES, c'est la recherche qui domine. Dans la constitution des dossiers de CAMES, c'est la valorisation de nos résultats de recherche maintenant qui nous conduit maintenant à la publication des résultats qui pèsent lourdement dans les dossiers que nous constituons pour aller au CAMES. On peut dire maintenant que pour l'évaluation qualitative maintenant au CAPS en matière de recherche, les enseignants sont au point. Et dans la conduite des dossiers également, il y a des documents qui montrent que vous avez encadré des étudiants à la licence, au master, au doctorat. Donc, sur le plan de recherche, on n'a rien à reprocher à l'enseignement qui s'inscrit sur une quelconque liste du CAMES. Maintenant, sur le plan pédagogique, c'est là le gros problème se fonde. Sur le plan pédagogique, est-ce qu'il est au point? Il ne s'agit pas seulement d'inscrire sur une liste de CAMES maintenant pour dire qu'on est un bon enseignant. Ayant été directeur de l'EPAC, j'ai fait beaucoup de constats. C'est quoi? Un enseignant qui devait donner un cours pour un semestre, 16 à 18 semaines, et qui s'absente pendant longtemps, et c'est à 2 semaines, 3 semaines maintenant de la fin de semaine qui se présente maintenant pour distribuer des polycopes aux étudiants. Bon, allez lire, dégagez les questions que vous allez poser maintenant et on va à l'examen. Il y a un problème déjà là. L'enseignant qui vient au cours, le cours c'est programmé pour 2 heures de temps. Tu perds maintenant 10, 15, 20 minutes, tu viens maintenant au cours. Donc le cours n'est pas complet. Tu vas maintenant en salle de cours. Ton comportement, les réponses aux questions, la manière de transmettre son message, tout cela rentre dans la pédagogie. Tu programmes ton examen, l'examen est fait. Est-ce qu'il a corrigé à temps? Tu as corrigé maintenant, retourner les copies aux étudiants en tenant compte du règlement pédagogique avant de programmer encore un autre examen. Les étudiants, est-ce qu'ils ont vu maintenant ce qu'ils ont donné pour les premières évaluations avant d'aller composer des évaluations? Tout cela est prescrit dans le règlement pédagogique. À la fin du semestre, est-ce que le professeur a remis ses copies à temps pour permettre à l'administration de programmer les résultats? Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut corriger. Donc moi, je comprends à travers l'installation de la délégation générale que cette délégation est installée. Mais je ne veux pas dire le mot gendarme. Oui. Ce n'est pas une brigade de gendarmerie. Oui, c'est brutal. Ce n'est pas une brigade de gendarmerie qui est maintenant lancée à nos trousses. Oui. Mais c'est une délégation qui est installée pour renforcer les activités qui sont déjà menées par le Centre de pédagogie universitaire et nationale qualité et améliorer un certain nombre de fonctionnements pour le bonheur des étudiants et pour le bonheur des enseignants. Monsieur Ayi, vous indiquiez tout à l'heure dans votre prise de parole que l'enseignement supérieur du Bénin a perdu un peu de ses lustres, de son prestige à l'étranger. Alors qu'au départ, nos universités privées étaient courues, beaucoup courues par les étudiants africains notamment. Et en plus, vous ajoutez qu'en vérité, l'enseignement supérieur privé du Bénin est porté à bout de bras par l'enseignement supérieur public. Expliquez-nous un peu les liens entre ces deux grands ensembles de l'enseignement supérieur au Bénin et en quoi la dégradation justement de la qualité dans le public déteint sur le privé. Merci. Mais avant, je vais rebondir sur ce qui avait été dit par monsieur le recteur. Vous savez, dans tout système, il y a des imperfections. Et plus vous avancez et plus vous avez des objectifs, vous découvrez ces imperfections et vous faites des réajustements. Et par rapport à celui qui nous dirige et dont vous parlez, il s'agit de monsieur très informé. Nous, au niveau des EPS, on n'en a pas fait les frais, mais on en a fait le constat. Où dans chaque établissement, on s'est retrouvé à nous rendre à l'évidence que le chef de l'État savait ce qui se passait au niveau des principaux établissements. Et dès que vous constatez cela et qu'il s'exprime, qu'il se lâche, vous vous dites, il y a quelque chose. Et ce quelque chose, nous l'avons parcouru parce que nous sommes quand même dans l'enseignement supérieur. Vous savez, au niveau du CAMES, il y a des évaluations qui sont extrêmement dures. Surtout quand vous avez des gens qui vont au concours et qui font les épreuves de l'élève, de l'étudiant ou l'épreuve du malade. Il y en a qui reviennent complètement déglingués. Ça veut dire que c'est suffisamment sérieux. Mais de la même façon, certains sont allés au CAMES et c'est toute une génération qui s'en est sortie comme ça. Les gens vont au CAMES en s'endettant. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je peux quitter votre plateau et m'attendre à tout
Mais il faut qu'on se dise la vérité, parce que les gens ont raison d'être mécontents sur la base de la façon dont ça a été lancé. Dans la rue, les gens nous disent, oui, les enseignants de l'université. En réalité, ce n'est même pas l'université publique. Puis ce n'est pas l'université privée, c'est la vie de nous tous qu'on réforme, ou du moins ce qu'on améliore. Et par rapport à cela, des gens, le chef de l'État sait, beaucoup de dirigeants qui veulent être honnêtes, beaucoup d'enseignants savent que des candidats à des promotions, notamment les concours d'agrégation, quand ils y vont à la banque prendre de l'argent. Et on fait le tour des maîtres. Ça ne se passe plus comme ça aujourd'hui. Ça ne devrait plus se passer. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Vous avez, dans d'autres situations, toujours par rapport au CAMES et par rapport aux promotions, des anciens qui bloquent des cadets. Moi, j'y ai assisté, en dépit de mon âge relativement modeste. J'ai négocié, j'ai vu, j'ai entendu, où avant que le jeune ne se présente, et au niveau de son pays, au niveau de son université, il est applaudi, il est apprécié, et avant d'y aller, on envoie un message. Et vous pourrez avoir le témoignage de nos illustres maîtres qui vivent encore aujourd'hui. Je ne voudrais pas les nommer. Et donc, avant d'y aller, on les torpille. C'est la béninoiserie également. Si vous avez toutes ces considérations, concevez avec moi que celui qui veut à la fois l'excellence, mais la justice, pense à ce qui est l'éthique. Mais ceci dit, le Bénin n'est pas moins bon que d'autres. L'autre chose, tout à l'heure, je vous disais que le privé, parce que au niveau du secteur, du sous-secteur de l'enseignement supérieur, le privé intervient, mais en effectif supplétif à l'enseignement supérieur public. C'est de là-bas que nous avons les référents, les enseignants et les programmes pour la plupart. Mais il s'est fait que, à partir des années 2008-2010, le secteur privé de l'enseignement supérieur au Bénin a fait un bond parce que ce sont les enseignants béninois de la diaspora qui se sont intéressés à la chose et qui ont importé des partenariats. Et avec ces partenariats, on était dans une dynamique où, et il faut le dire, les universités publiques ont des ressources humaines fabuleuses, on en a rencontré, mais parfois il y a la lourdeur de décision pour les équipements. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'excellence dans nos universités sans leur donner des budgets. S'ils ont des budgets et qu'on a le contrôle, le Bénin est parti. Et si le public affiche cela, ils vont entraîner le privé. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, vous avez des établissements dans le privé, dans leurs spécialités qui sont imbattables. Je vais, si vous le permettez, dire, en génie civil, Vereshagin, imbattable. Le professeur est là, il ne me dira pas véritablement que je suis en train d'aller hors sujet ou de ne pas dire la vérité. Donc, c'est dans le secteur privé. Vous avez ISMA en communication, hyper équipé. Et vous êtes, c'est votre domaine dont il s'agit. Mais quand on est arrivé à la réforme et qu'on nous a dit il faut 3 ans pour mettre fin, parce qu'il y avait du désordre également chez nous dans le privé. Les fausses diplomations, les programmes escamotés, mais on commençait à savoir qui faisait. Mais la réalité, c'est que le chef de l'État le savait et nous a imposé des examens nationaux qui, en réalité, si les gens voudraient être honnêtes, ne sont pas complètement la dictée ou le point de vue du LMD. Dans les pays qu'on imite, on fait le LMD, puis on fait des examens nationaux, des diplômes classants. Et là, on l'accepte. Mais certains ont fait des confusions, et dès qu'il s'est agi des examens nationaux, nous avons paniqué, il y a eu un peu de désordre, et puis nous sommes rentrés dans les rangs. Mais il faut reconnaître que ceux qui étaient partisans du non-examen, tout le monde était partisan du non-examen. Mais quand la réflexion s'est installée, et qu'on a compris, 80% des personnes se sont rangées. Mais ceux qui, ou dans le public ou dans le privé, ne s'étaient pas rangés, aujourd'hui, se sont arrogés les examens nationaux. Et c'est un autre problème. Du coup, nous, dans le privé, nous disons, allons aux examens nationaux. Mais pour qu'il n'y ait pas à démultiplier, on nous évalue sur
des programmes consensuels. Mais étant sur des programmes consensuels, ceux qui veulent aller plus loin n'investissent plus. Et aujourd'hui, le résultat est que vous avez 90% des établissements privés de l'enseignement supérieur qui sont en faillite et qui sont à la maison pratiquement ou en service ultra minimum. Est-ce que vous avez le sentiment que cette délégation mise en place par le chef de l'État au contrôle de la qualité des contenus et des profils d'enseignants va corriger ces situations et amener les gens à élever les standards vers des normes internationales? Ah oui, bien sûr. De toute façon, ce qui se passe, ça a démarré, c'est que c'était un peu trop lent. La réforme a démarré et à des moments donnés, ça biaisait. Ouais. Puis les universités nationales se sont dit, OK, on vous renouvelle vos partenariats, mais sur la base de partenariats, ce qu'on ne faisait pas avant, on vous évalue. Donc, l'évaluation a commencé chez nous, et si on vous évalue et que vous n'êtes pas bon, la prochaine fois, il n'y aura plus de partenariat. C'est un chantier que devra enfourcher cette Et là, délégation. maintenant, je crois que cette délégation, en mettant en action ce que la politique du Conseil national de l'éducation, oui, on devrait pouvoir se retrouver en train d'avancer. Et que les choses iront à la vitesse que vous souhaitez. En tout cas, on l'aurait souhaité. Alors, professeur Félicien Avlesi, est-ce que vous avez la même lecture des rapports entre les universités publiques et privées tels que décrits par le professeur Ahi? Moi, je suis dans une université publique et le professeur Ahi même sait que c'est nous qui leur apportons notre soutien. Il l'a dit tout à l'heure. Il l'a dit. Donc, tout ce qui s'est arrivé où ils doivent maintenant envoyer leurs produits composés dans les examens nationaux, je crois que c'est une décision de l'État. Je ne me mêle pas trop. Mais je reviens pour dire, l'installation de la délégation générale, c'est une expérience. C'est une expérience que nous voulons faire. Et nous ne connaissons pas encore le cahier de charge. Qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement? Nous ne savons pas. Pire, c'est ceux-là qui sont membres des délégués. Bon, j'en connais. Mais ils n'ont pas reçu une formation. C'est pour dire que c'est une expérience. Ils n'ont pas reçu une formation pour aller contrôler les autres. Donc, chemin faisant, maintenant, le temps de découvrir qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement maintenant pour parfaire la situation au niveau des universités. Nous posons cette question et nous attendons. Alors, justement, à partir de cette question que vous posez, je vous renvoie une question là-dessus. Est-ce qu'il y a une formation universitaire spécifique pour, justement, contrôler la qualité des contenus, des curricula et des profils, justement, d'enseignants? Oui, voilà. Parce que le chef de l'État, lui, son repère, c'est le niveau de qualification internationale, justement, de ces acteurs, de ces délégués qu'il a recrutés au sein de cette délégation. Si. Le chef de l'État, il est bien informé. Il est bien informé de la situation. Nous avons, dans notre université, on est en train d'étendre ça au niveau de toutes les études publiques, le centre de pédagogie universitaire et d'assurance qualité. D'ailleurs, on est en train d'actualiser les curricula de formation maintenant dans nos filières à l'université d'Abomey-Calavi. Comment fonctionne ce centre-là? C'est ce centre-là qui examine les curricula de formation, le contenu de la formation, depuis maintenant, le déroulement des cours jusqu'à... Tout d'abord, pour monter le dossier, tout le dossier de la création d'une nouvelle filière est monté, envoyé maintenant à ce centre-là. Quels sont les profils des acteurs qui animent ce centre? Puisque dans l'enseignement secondaire, on sait qu'il y a des inspecteurs, des conseillers pédagogiques. À ce niveau, ceux-là, ils ont suivi une formation. Ceux qui sont là, ils ont suivi une formation dans ce domaine. Ceux qui sont là, ceux qui animent le centre de ce centre de CEPIAC, ils ont suivi une formation et animent ce centre-là. Une formation reçue à l'étranger? Oui, à l'étranger. Et là ça rend la question quelque peu, ou le débat quelque peu interminable. C'est-à-dire, on s'interroge de façon interminable encore sur le profil des formateurs. Ceux qui forment, ils viennent d'où? Quel est leur profil? Et le résultat final, qu'est-ce que ça donne? C'est ça, nous sommes en train de faire ça progressivement. Nous sommes en train de réviser encore tous nos curricula de formation, les filières qui sont créées. Est-ce que ces filières maintenant respectent les textes de base, les critères définis? Et si le centre de perfection universitaire maintenant examine ça, il donne maintenant le fichier, tout le document maintenant à un autre centre de validation des offres de formation. Donc c'est tout un circuit qui passe par des étapes pour arriver jusqu'à la fin. Nous sommes à cette étape. Ils ont reçu une formation à l'étranger et c'est eux qui sont là. Le plaidoyer que vous feriez, c'est peut-être qu'il y ait un travail en osmose entre ce centre qui contrôle déjà, qui a pris cette expérience, avec la délégation? Forcément, forcément. Parce que nous sommes en train d'étendre maintenant les travaux de ce centre-là au niveau de toutes les entités qu'on a dénommées cellules
pédagogique, matériel universitaire d'assurance qualité. Donc, on ne connaît pas encore dans le contenu du cahier de charge de la délégation et le mode opératoire et la méthodologie qu'ils vont utiliser. Et certainement, quand ils vont commencer par travailler, ils vont collaborer avec ce centre-là. On va s'attarder un peu, si vous permettez, Osias Sounouvou, sur le profil des membres de la délégation. Est-ce qu'à votre niveau, ça pose problème? Parce que dans le rang, vous avez vos promotionnaires, vous avez, je dirais, les gens de même grade ou à des grades variés, des professeurs et autres. Est-ce que vous avez une certaine inquiétude sur le profil des membres de la délégation de contrôle? Alors, moi, je n'ai pas de congénère là-dedans. J'ai plutôt 1 ou 2 maîtres. Ce qui sera incontournable, c'est le phénomène de vase communicant, osmose dont vous avez parlé. Parce que j'ai dit tout à l'heure, dans la nouvelle génération, vous avez de jeunes chercheurs dans les universités nationales, moins de 30 ans, titulaires d'une thèse, qui sont imbattables à Cotonou et imbattables à Paris et à New York. Wow. Donc ce sont leurs maîtres qui sont là. Je crois qu'après, c'est une question de mentalité et de façon de faire. Et je dirais, si on ne fait pas attention, je vous fais une confidence aussi. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi est là. C'est dommage, ce sont ses enfants, mais vous avez plus de 60% des jeunes docteurs en médecine et en pharmacie formés à l'université d'Abomey-Calavi qui sont en train ou qui sont déjà partis du territoire national. Ça veut dire qu'on n'est pas aussi mauvais que cela. Je m'en vais en même temps vous dire, ceux qui ont été formés dans des spécialités. Aujourd'hui, ceux qui sont dans les spécialités du génie de l'eau, formés aussi bien dans le public que dans le privé, sont en train de sortir de notre pays. Et d'autres spécialités dans le privé aujourd'hui, vous ne les retrouvez nulle part. Ils sont victimes victime, le mot est peut-être un peu fort, ils sont dans une sorte d'exode des cerveaux. On est en train de les aspirer. Voilà. On est en train de les aspirer. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous quittez l'enclave de Cabinda pour aller au niveau de l'île, la presqu'île du Cap-Vert, tous les navires qui passent, pétroliers, qui ont à leur bord des gens qui parlent français de moins de 40 ans, c'est des Béninois formés au Bénin. Tous les analystes. Il y a des réalités qu'on ne pourra pas mettre de côté. Mais, par finir, il nous faut remettre de l'ordre. C'est ça. Et je pense que la délégation, une hirondelle ne fera pas le prétend. Je pense que ceux qui ont été désignés sont des gens qualifiés de par leur expérience pour mener des hommes. Et là, il y aura des recrutements. On a vu au CNE où on a pris des experts en éducation pour venir. Et dans tous les cas, il y aura des échanges. Il y a des enseignants aujourd'hui dans les universités nationales du Bénin qui officient, moi j'en ai vu beaucoup, dans l'Hexagone, et qui sont même chefs de département à des moments donnés, comment dirais-je, pas titulaires, mais invités. Et là, ils ont leurs jeunes aujourd'hui qui font pareil. À Dakar, c'est pareil. Je pense que la façon dont c'est véhiculé dans la presse, dans l'opinion publique et au niveau de certains responsables, c'est un peu ça qui fait problème. Parce qu'au Sénégal, il y a une agence de la qualité. Et nous attendions une agence de qualité au Bénin, aussi bien dans le privé que dans le public, que depuis 2016. Parce qu'on en a parlé et on l'attendait. Il sort du bon de nos universités. Vous avez donné des exemples qu'on peut continuer à multiplier à foison. Oui. La question, c'est qu'on évite à côté une sorte de dégringolade éthique. L'ambition du chef de l'État, c'est d'élever les standards, le niveau, la qualité, la réputation de nos universités, si je ne m'abuse. Et c'est pour ça qu'il veut s'attaquer à ce qu'il a qualifié de routine. Et je voudrais vous inviter justement à nous expliquer un peu ce que c'est que cette routine dans laquelle beaucoup de vos collègues tombent et qui justement déteint sur la qualité de l'enseignement. Vous avez parlé des quotas horaires qui ne sont pas respectés, mais la question de la routine, elle est fondamentale. Et à cela, il a dit désormais pour les recrutements, ça ne se fera plus comme avant. Il ne suffira plus de brandir des grades du CAMES, il faudra des qualifications supérieures. On a interrogé la ministre pour qu'elle nous explique un peu. Essayer de rentrer dans le cerveau du chef de l'État, on suppose qu'elle est bien complice de cette réforme, qu'elle nous explique ce que c'est. On va l'écouter. Le CAMES est cette institution que les chefs d'État ont bien voulu mettre en place
pour gérer les questions de promotion de grade, de mobilité, les questions même de la qualité au niveau des enseignements, des offres de formation, en ce qui concerne la validation des curricula de formation, même les questions d'éthique, de déontologie. Mais le CAMES également a eu son parcours. Le CAMES, depuis un certain temps, a connu des moments assez difficiles parce que rattrapé également par, disons, les réalités de terrain qui ne sont pas toujours les mêmes. Les fraudes, etc., c'est pas rare de les déceler, hein, au niveau de la commission de déontologie. La commission d'éthique au niveau de CAMES, c'est affreux ce que vous entendez. Quelqu'un qui a été performant, qui a reçu une promotion au niveau de cette institution, comment la personne est-elle évaluée? Quelle est l'instance qui montre sa performance et l'impact de sa promotion sur ce qu'il fait? Il n'y a pas, ça n'existe pas. Et donc, c'est ce que l'organe va devoir pouvoir faire pour s'assurer de ce que quelqu'un qui revient, maintient sa performance et s'améliore davantage pour que le CAMES ne soit pas une fin en soi. Le complément va pouvoir revisiter les pratiques même en termes d'enseignement et notre présence et également notre coaching, comment nous formons la relève. Est-ce que par rapport à la formation de la relève, nous sommes là ou bien nous sommes partis au CAMES, nous avons les grades, nous mettons dans la poche et puis nous ne nous occupons plus des autres pour remonter également. Les apprenants doivent également pouvoir évaluer leurs enseignants. Lorsqu'ils reviennent de CAMES, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Avant, on prenait tout le monde compte tenu du besoin. Le besoin est comblé au fur et à mesure et le besoin parfois est mal comblé. Est mal comblé en ce sens que nous ne disposons pas de cet instrument de régulation qui fasse en sorte que nous ayons une bonne pyramide. Et ça fait qu'en principe, on doit avoir un peu plus de personnes à la base et plus on monte, ça se resserre jusqu'en haut. Mais puisque nous n'avons pas cet instrument de régulation, nous avons beaucoup plus des professeurs titulaires, beaucoup plus en haut et nous avons peu d'assistants, de maîtres assistants. Ce n'est pas possible. Ces supports d'enseignement doivent être actualisés. On doit avoir dans vos supports la preuve de ce que vous savez de quoi nous parlons. Il doit y avoir une cohérence avec ce que le curriculum de formation prévoit et ce que vous enseignez. Il y en a qui font très bien leur enseignement, honnêtement. Et très bien, de façon exemplaire, vous suivez leur enseignement, vous avez toujours envie de venir. Mais il y en a, quand ils font une seule fois, c'est tout un cauchemar et ça disperse les apprenants. Les apprenants perdent vraiment leur élan, leur rêve et il y en a des milliers qui sont victimes de cela. Il faut qu'on sache en 3 heures qu'est-ce que vous avez dit. Est-ce que l'enseignement, le cours qui est prévu pour 3 heures, est-ce que vous le livrez en 1 heure? Lorsqu'on fait la formation et que les apprenants, les diplômés, ils sortent, il faut que ces diplômés puissent s'insérer correctement dans la vie active. Avant de revenir aux dérives des mœurs, arrêtons-nous un instant sur la question de revisiter, de remettre en cause ou remettre sur le métier tout le temps les curricula. Il est question, me semble-t-il, de l'expertise pédagogique que vous évoquiez. En fait, vous êtes pratiquement d'accord qu'il est important que des enseignants d'université, une fois avec le grade du CAMES, ne viennent pas s'imposer comme des mandarins, et qui s'imposent même à certains à l'évolution de leurs jeunes collègues. Enfin, pour un univers intellectuel, c'est quand même pas digne, c'est pas glorieux de gens qu'on peut quand même tenir au rang d'intellectuels. Alors, soit quand cela est dit, ils doivent pouvoir admettre, si pour autant ils se considèrent comme maîtres de leur matière, que leurs compétences, leur expertise pédagogique soient remises en cause et testées périodiquement. Comment vous voyez, justement, vous entrevoyez les modalités? Vous voyez, avant, l'inscription sur une certaine liste d'aptitudes du CAMES donne droit directement au reclassement. Vous voyez. Or, pour le CAMES,
qu'on est évalué quantitativement, surtout sur le plan recherche, pas sur le plan pédagogique. Bien vrai, je l'avais dit tout à l'heure, vous voyez. Donc, sur le plan pédagogique, il faut revoir certaines choses, corriger certaines choses que... pour que les choses soient claires. Le centre a déjà commencé par faire. Donc, la délégation qui est installée viendra tout simplement pour renforcer ce qui se faisait et toujours dans le but d'améliorer la qualité de la formation que nous donnons. Voilà. Mais pas totalement, partiellement. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres facteurs que nous allons évoquer vers la fin pour améliorer. Mais la formation que nous donnons maintenant dans nos universités, il reste encore beaucoup d'autres facteurs. Mais je vais vous dire qu'il y a quelque chose. Nous avons cette habitude au Bénin. Il suffit de sortir une nouvelle phrase pour que cela circule maintenant sur toutes les lèvres. Quelle phrase? On dit, le niveau de la formation est abaissé. Le niveau de la formation n'est plus au point. Non, si demain, quelqu'un se lève pour dire, la formation est au point, on va commencer par crier et crier. Non, nous faisons ça, cela. Je vais vous donner des exemples. Alors. Moi, on a formé des étudiants qui ont terminé chez nous et qui sont allés en France pour poursuivre leurs études avec d'autres étudiants des continents. Ils sont appelés maintenant à partir des textes avant d'être acceptés maintenant à suivre des cours complémentaires et entrer en spécialité. Mais les Béninois qui sont partis, il a été major à l'écrit comme à l'oral et lui, on l'a admis directement en spécialité. Il a écrit à son père, il lui a demandé d'aller nous remercier. Le père est venu, ça fait un exemple. C'est dans quelle spécialité? Je revenais. Dans quelle spécialité, s'il vous plaît? C'est en génie civil. Génie civil. En génie informatique. Je revenais d'un voyage quand dans l'avion, j'ai rencontré un de nos produits. Il était avec le directeur général d'une firme d'informatique au Canada. Et ils sont venus me saluer. Et le directeur a dit non, lui vient à Cotonou pour ramasser encore 6 autres qu'il en a besoin. Le type est compétent. Et je lui ai dit non, passe alors à l'université. Je vais mettre à votre disposition le classement de nos produits là. L'étudiant qui l'a conduit ici, lui veut amener ses amis, ils sont partis. Et tout récemment, à Niamey, tout près ici, j'étais allé à une conférence. Et il y a un de nos produits, il est venu. Mais quand j'ai vu tous ceux qui sont derrière lui et qui le gardent, j'avais même peur d'un proche de lui. C'est lui qui est venu m'embrasser et il s'est présenté parce que c'est lui qui gère maintenant le système d'information. Excusez-moi. Enfin, d'une haute autorité, maintenant à Niamey là-bas. Pour vous dire que les produits qui sortent de chez nous ne sont pas maintenant les produits handicapés comme les gens le disent. Ce n'est pas vrai, il faut venir voir. Bon, certes, de notre côté, maintenant il y a des problèmes, mais ces problèmes sont dus à quoi? Ces problèmes sont dus tout simplement à l'insuffisance pédagogique. C'est pourquoi je mets l'accent sur la pédagogie. L'insuffisance pédagogique, qu'est-ce que c'est la base de ça? C'est la démographie galopante et le nombre déficitaire d'enseignants. Alors ma question, monsieur le recteur, est-ce que les recteurs des universités, que ce soit vos prédécesseurs et autres, travaillent à présenter la situation au ministre de tutelle jusqu'à ce que cela remonte au chef de l'État? Puisque quand on vous entend en termes de qualité de formation, il n'y a véritablement pas de problème. Nous avons des produits qui sont, je dirais, convoités par l'extérieur, alors qu'on continue de dire qu'au niveau interne, il y a mal donne en termes d'enseignement, en termes de curriculum, de formation, en termes de contenu et autres. Au juste, à quel niveau se pose le problème et comment vous, en tant que recteur, vous travaillez à remonter, je dirais, les difficultés à la hiérarchie? Oui, on criait depuis longtemps, oui. Là, maintenant, il faut résoudre le problème d'infrastructure. Regardez, depuis 1970, c'est les amphis, les salles de cours qui sont construites, qui sont encore là. Ce sont les mêmes salles de cours. Alors que le nombre d'étudiants a augmenté. Bon. Ce qu'on est en train de dire maintenant, la délégation va sur le terrain, commence par travailler de commun accord avec la cellule pédagogique maintenant, et améliore. Nous avons un bon pédagogue qui va maintenant dans un amphi de 200 étudiants et il fait face maintenant à 500 étudiants qui sont assis. Il est resté seulement en bas, il ne peut même pas circuler dans le couloir pour voir ce que l'étudiant fait. Mais il y a ce problème, il y a le problème d'infrastructure. Il faut construire et équiper. Nous en parlons depuis près de 3 ans. Il y a aussi le déficit. L'année dernière, j'ai profité de l'arrivée d'une forte délégation maintenant gouvernementale pour leur dire qu'aujourd'hui, à l'université d'Abou-Calavi, nous avons 846 enseignants pour 100 000 étudiants. Une fois, regardez, si le ratio étudiant UNESCO maintenant est de 1,25, 1,30, alors qu'à à l'université, nous avons 846 pour 100 000, il faut voir vous aussi. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec cette réflexion du chef de l'État qui a été matérialisée depuis le 17 février dernier, on tend un peu à remettre en cause, je dirais, la crédibilité de l'institution CAMES, par exemple? On sort du CAMES, mais désormais au Bénin, si je m'en tiens aux propos du chef de l'État, on ne peut plus brandir le diplôme de CAMES pour enseigner au niveau supérieur public. On ne peut pas sortir du CAMES. On ne peut pas sortir du CAMES parce que là, on
on est évalué à l'international. Oui. Et ce sont des enseignants-chercheurs. Oui. Ils sont là, non seulement pour la pédagogie, aussi pour la recherche. Mais si on sort du CAMES, on ne peut pas savoir si on regresse ou on progresse. Alors, l'évaluation supplémentaire dont parle le chef de l'État, est-ce que ce n'est pas de nature à remettre en cause, je disais, la crédibilité du CAMES concrètement? Ah non, c'est pour cela que je dis que nous sommes allés très tôt. Et c'est à partir des commentaires que j'ai lus sur les réseaux sociaux maintenant que je parle. Sinon, on va attendre d'abord que la délégation déroule son cahier de charge, voir la méthodologie qu'ils veulent utiliser, quels sont les objectifs qu'ils ont fixés pour atteindre maintenant avant de parler. En même temps, écoutez, la ministre, elle a voulu lever des équivoques. En fait, l'équivoque pour indiquer qu'en vérité, ce n'est pas cette position du chef de l'État, c'est une position pour tirer vers le haut. Le grade du CAMES, ce serait un palier. Et puis, pour avoir prétention vers un recrutement, il faudra des qualifications supplémentaires, ce à quoi vous avez ajouté qu'effectivement, ces qualifications doivent être des qualifications pédagogiques consolidées et régulièrement revisitées, évaluées. Le débat n'est peut-être pas là, ce n'est pas une dévaluation, mais semble-t-il, des références du CAMES, mais l'exigence à aller plus loin, si j'ai bien compris. Est-ce que vous partagez justement cette nouvelle exigence imposée par le chef de l'État? Au niveau même des réformes du CAMES, l'assurance qualité est en train de prendre de l'ampleur. Et si ça arrivait à son apogée, le problème que nous évoquons ici, du train-train habituel et autres, n'aurait plus droit de citer. Quand vous allez, et c'est comme un peu partout aux États-Unis, en Grande-Bretagne, quand vous êtes directeur de recherche ou professeur titulaire, un professeur agrégé, il y a des quotas. C'est-à-dire, le professeur a dit tout à l'heure, il y a des effectifs. Et tu ne peux pas être titulaire alors que tu n'as pas encadré. Et si tu as encadré, on doit les voir à côté. Puis après, tu deviens titulaire et tu es assis à ne plus rien faire. Au bout de 5 ans, au bout de 3 ans, tu perds. C'est un peu ça, comme à la bourse. Et donc, en réalité, c'est comme ça que moi je comprends. On ne pourra jamais, dans le contexte actuel, dire que le titre du CAMES pourrait être mis de côté. Parce qu'il faut avouer que le processus est tel, celui que je connais le plus, c'est le processus des sciences économiques, de gestion, des pharmaciens, médecins. Et je vous dis, c'est rude. Et maintenant, il y a 2 ou 3% de ratés. Et puis après, de l'autre côté, les dossiers pour avancer au niveau du CAMES, quand on va au long cours, plus les professeurs titulaires et les directeurs de recherche, mais c'est des paquets comme ça. Et de plus en plus, un système numérisé, automatisé, vous ne pouvez même plus faire de copies. On a parlé ici en Conseil des ministres des plagiats. Mais je pense que depuis 2 ou 3 ans, au niveau du CAMES, les choses avaient été mises en place pour arrêter ce genre de choses. Je pense lire dans la déclaration du chef de l'État qu'il faut que les gens se mettent dans la tête que ce ne sera plus le fait pour les quelques-uns qui arrivent à contourner, à aller là-bas, trôner après, mais sur place, il faut pouvoir convaincre les pairs et éventuellement l'international. Et aujourd'hui, de toute façon, si vous êtes chercheur et que vous êtes bon, on vous détecte tout de suite à l'international, dans la sous-région, à l'international. Ce n'est plus un vase clos. Je voudrais finir en appelant votre attention sur une chose. C'est une question également d'orientation. Parce que si on fait une délégation qui n'a pas l'ouverture sur ce que le CNE est en train de projeter dans sa politique globale et par rapport à ce que le programme d'action du gouvernement a concocté, on va droit dans le mur. Je donne un exemple. Nous sommes un pays carrefour. On devrait, comme aujourd'hui, on dit on est francophone. Aujourd'hui, vous allez dans de grandes écoles en France, vous n'apprenez que tout en anglais, sachant que votre langue francophone est... Je vais vous dire également une chose. Tous les jeunes PhD des universités nationales sont complètement bilingues. Ça fait... Et on leur se demande où est-ce qu'ils ont appris à parler anglais. Puisqu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus publier en français. Vous publiez en français, c'est généralement des documents de seconde zone. Et donc, ça devient une vraie langue de travail. Et ça, pour le faire dans les universités, publiques ou privées, il faut des moyens, il faut des laboratoires de langue. Absolument. Et
Donc, le contrôle devra aller avec un plaidoyer pour les moyens, ressources humaines, infrastructurelles, et puis mise au goût du jour de nos ambitions. Il faut que les programmes soient, qu'on ne forme plus des informaticiens dans des salles, le digital, ce n'est plus dans des salles avec des claviers et puis des gros tableaux. Non, il faut qu'ils aient vraiment la machine, et dans la machine, des logiciels qui aujourd'hui ne sont pas donnés. D'accord. Alors on va se tourner vers le professeur Félicie Ablessi pour avoir les échos des universités publiques, notamment l'université d'Abomey-Calavi. Est-ce que vous sentez vos collègues et autres parties prenantes à cette évaluation après le grade du CAMES? Parce qu'on sait le grand bruit qu'on a eu quand il a été question de l'évaluation diagnostique au niveau du primaire et du secondaire. Est-ce qu'au niveau du supérieur, vous sentez vos collègues disponibles à, je dirais, à se montrer adhérents à ce que le chef de l'État propose? Non, en dehors de ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, sur le forum de l'université, je n'ai pas échangé avec eux. Mais dans l'équipe électorale, ce que nous disons, on attend d'abord qu'ils nous déroulent le cahier de charge. D'accord, le cahier de charge. Très bien. On établit sur ce plateau, en vous écoutant, au fond, que dans notre système universitaire de formation, il y a des pépites. Il y a des pépites, ça se prouve à l'international. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment, je vais reprendre votre mot, bon, il est un peu commercial, mais bon, ça fait fleurir sur le marché de l'emploi. Vos produits sont happés à l'international. C'est tant mieux pour la réputation de la destination universitaire du Bénin. Quand on a dit ça, il y a aussi des écarts par rapport à des comportements, des mœurs, des comportements de certains enseignants indélicats qui ont des inclinations débridées et qui mettent un coup d'arrêt à des rêves universitaires, des rêves de réussite de plein d'étudiantes, étudiants, j'en sais encore rien. Ce témoignage que nous avons recueilli auprès d'une ancienne étudiante, ça fait plus de 2 décennies déjà, elle emporte encore les stigmates comme si c'était hier. C'est la chronique d'un rêve universitaire brisé. Regardons. Pour protéger sa dignité personnelle et familiale, on l'appellera Angeline. Chez elle, à l'abri des regards, elle témoigne pour la première fois. Après plus de 2 décennies, le souvenir d'un harcèlement traumatique est toujours vivace. L'aventure qui m'a le plus marquée, c'est ce professeur en 2e année, et dont j'étais devenue l'objet du cours. À chaque fois qu'on vient au cours, je faisais l'objet de son cours pendant 1h30 quand c'est une séance de 2 heures de cours, où il faut qu'il parle de mon habillement, de comment mes boucles d'oreilles, je porte des grosses boucles d'oreilles, je porte tel bijou, et que oh non, mais c'est parce que j'ai la bourse que je fais la maligne. Oh, on ne se connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Je fais la maligne et qu'il va m'arracher la bourse et puis on verra, patati patata. Bon. Jusque-là, je ne comprenais rien. Jusqu'au jour où il m'a apostrophé carrément. Bon, comme je vois que c'était un adulte, une grande personne, je dois respect à toute personne, mais je ne comprenais pas. Il était hargneux, bon, comme si tu n'as pas le choix. Et c'était même teinté d'un peu de méchanceté. Mais là, je dis non. Quand tu veux draguer une femme là, il faut y aller de la belle manière, de la douce manière. Oh là là, je n'ai jamais vu ça. Bon, il a fait du bruit, tempêté tout le temps, au point où tous mes amis étudiants me fuyaient. Homme comme femme, hein. Personne ne voulait rester dans mes groupes d'exposés. Il m'a donné un jour un rendez-vous. Je ne suis jamais allée jusqu'à cette heure-ci. Donc pour moi, c'était fini la licence, les études. Je ne sais pas où il peut être aujourd'hui, mais il n'a pas idée. Les dégâts causés. Des dégâts causés. Le prix du blocage académique payé à résister aux assauts du professeur harceleur est tel qu'Angeline abandonna ses rêves universitaires. Aujourd'hui, à ses enfants, elle interdit l'université publique. Jamais, 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 jamais. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que c'est là, c'est dans ma tête, c'est là, c'est comme aujourd'hui, c'est là. C'est là, donc, bon, même sans le vouloir, je projette ça en toutes les femmes, en toutes les jeunes filles. Quand je vois les jeunes étudiantes, vraiment. Donc,
Vous voyez, si c'est ma prof-fille, la laisser sur un campus pareil, oh. Humainement parlant, je ne peux pas. Mais comment Angeline accueille-t-elle alors la création de la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur? J'apprécie beaucoup cette démarche du président Patrice Talon. C'est heureux, très heureux, soulageant. C'est le salut. C'est le salut et je pense qu'il faut en saisir la chance. C'est une chance énorme. Une chance énorme pour nos jeunes filles, nos jeunes étudiantes. Il faut qu'elles soient surtout informées. Vivement que les nouvelles générations d'étudiantes ne vivent le traumatisme d'Angeline. Professeur Avlessi, vous êtes le recteur de l'université. Je parie que des plaintes réussissent quand même à vous parvenir, lors même qu'on sait que traumatiser des victimes, des fois, s'inflige une sorte d'enfermement. D'abord, par peur de jugement, parce qu'il y a la difficulté de rapporter la preuve. Et donc, des professeurs, des enseignants se trouver dans une position dominante, eh bien, infligent des persécutions, brisent des projets académiques, des projets de vie. Qu'est-ce que vous faites de ces cas de vos collègues? Je veux dire, on se protège ou comment ça se passe? Certains, visiblement, affichent une sorte de fêlure pathologique. Comment c'est pris en charge? C'est regrettable quand on entend ce genre de choses-là. Vous voyez que le chef de l'État a raison de mettre sur pied maintenant une délégation pareille. Tu es enseignant. Tout d'abord, quand tu veux faire passer ton message et tu entretiens des relations parallèles maintenant avec tes étudiantes, là, elle ne peut plus suivre le cours que tu donnes. Au moment où toi, tu déroules ton message, elle est en train de regarder son portable, faire cela. C'est regrettable ce que j'ai entendu. Alors, à l'Université d'Abo Mekalavi, nous avons la commission d'éthique et de déontologie qui travaille maintenant sur ce domaine d'harcèlement. Même si on ne reçoit pas de plaintes et que de fil en aiguille on tombe dedans, on envoie la commission aller faire les investigations maintenant, faire des propositions concrètes qui sont mises en application. Il y a aussi l'observation à genre, à qui nous avons demandé d'installer des boîtes de situation dans toutes les entités pour recevoir les plaintes que nous étudions maintenant et on confie à la commission qui étudie. Mais c'est regrettable quand on a ce genre de Mais vous n'avez pas de moyens de coercition? Non, nous faisons des propositions. Si c'est très grave, on envoie à l'autorité qui conduit vers la commission paritaire. L'autorité, vous parlez du ministère ou du Conseil national? Du ministère. Oui, ça va aussi au Conseil national de l'éducation. Au Conseil national de l'éducation. Mais de mémoire d'homme, il n'y a jamais eu de professeur s'étant rendu coupable de ce genre de dérive. Vous n'avez pas suivi. Condamné, je veux dire. Condamné et sanctionné. Si, condamné et sanctionné. Il y en a qui sont sous sanction. Ça dépend, pour ne pas évoquer une certaine actualité politique, vous faites la comparaison, sanctions mineures. C'est-à-dire des sanctions qui ne sont pas à la hauteur du préjudice causé aux apprenantes. Conformément au texte, nous ne pouvons que prendre certaines sanctions. Et si, compte tenu de la gravité des faits, ça nous dépasse, nous faisons le point aux autorités. D'accord. Alors, professeur Ahi, on vous a entendu dans votre première prise de parole tout à l'heure, vous montrez un peu enthousiaste en ce qui concerne l'installation de la délégation au contrôle et à l'éthique. Mais est-ce que vous trouvez cette délégation à même de corriger ces problèmes de mœurs qui se posent aussi bien dans le public que chez vous au niveau du privé? Parce qu'on connaît des rêves brisés chez les étudiantes comme ça. Oui, bien sûr. Je demeure enthousiaste et il faut rester positif si on veut avancer. Et comme le recteur l'a dit tout à l'heure, il va falloir aussi que l'autorité fasse en sorte qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a des rectifications. Et je suis persuadé que cela va arriver. J'ai entendu en Conseil des ministres dans ce pays la création d'agences. Et puis, un an après, 6 mois après, on a rectifié, on a amélioré. Je pense que nous devrons nous mettre, si nous voulons participer à la civilisation qui s'annonce, en tout cas pour nos petits-enfants, il faut que nous nous mettions dans ce schéma. Alors, les établissements privés de l'enseignement supérieur sont partie prenante de la population. Mêmes habitudes, mêmes caractéristiques sociologiques. C'est regrettable, c'est vrai, ça arrive. Et chez nous, à l'Union nationale des établissements privés de l'enseignement supérieur, le poste de vice-président numéro 3 est confié
à l'un des plus anciens dans le grade le plus élevé. Pas dans le grade le plus élevé, mais dans la pratique de la formation professionnelle. Et il s'occupe de l'éthique et de la déontologie. L'autre chose également qui est dommage, hein, nous n'avons pas pu harmoniser au niveau des épaisses, mais il y a des épaisses où on a dû imposer des uniformes. On a dû imposer des coupes et malheureusement, des établissements ont perdu des effectifs parce qu'on leur a dit, vous venez et puis vous ne faites pas déborder, surtout ceux qui sont en technologie, sciences biologiques et autres, et qui mettent, ou en chimie, et qui mettent de longues mèches. Vous les mettez sur des rotatives, des accidents sont arrivés, où la rotative planétaire a embarqué sa tête. Vous voyez? Et les parents doivent nous aider, nous y aider. Quand des parents apprennent qu'on a invectivé ou qu'on a réprimandé l'enfant, ils se mettent contre nous. On a également des cas où des enseignants ont essayé de faire, mais il faut aussi lier la chose à nos habitudes en général. Parce que ce qui est également présent, c'est l'animosité même entre enseignants, du même genre, comme entre hommes et femmes, et qui dépeint après sur nos apprenants. Et donc nous pensons que le cadre va être mis. Je ne suis pas certain que la délégation au contrôle et à l'éthique pourrait venir changer tout, mais va instaurer une facilitation à mieux asseoir les bonnes pratiques, de meilleures pratiques dans nos établissements. Parce que l'intégration réside dans le fait que les membres de la délégation sont toujours ces enseignants qu'on a eu depuis plusieurs années dans nos universités, alors que le mal, je dirais, le mal persiste. À quand la prise de conscience concrètement pour qu'on parle, je dirais, de professionnalisme ou bien de conscience professionnelle? Wahab, j'ai envie de vous taquiner. Vous croyez qu'on peut se fier juste à la bonne sagesse de l'homme, la prise de conscience? Le chef d'État peut-être de dire au-delà des mots. Il va falloir fixer des codes de conduite, des règlements intérieurs, comme on appelle règlement intérieur ordinaire, et de manière stricte, et les faire respecter. Dommage pour le recteur Félicien, je me rappelle, qui avait subi des attaques, alors qu'il voulait juste policier un peu les mœurs dans les habillements totalement délurés, des fois, de filles qui considèrent les amphis, qui prennent les amphis pour des thés de défilé de mode. Donc, il aurait fallu l'appui des pouvoirs publics. L'autorité publique aurait fait que ça aurait fait effet de boule de neige et les autres universités publiques. Et là, ça nous renforce dans le privé. Et si nos aînés font, la citadelle le fait, ce n'est pas nous qui n'allons pas le faire. Et il faut que ça revienne. On a gardé cette histoire d'uniforme dans les collèges d'enseignement secondaire au Bénin. Ils ont gardé les mêmes uniformes qu'on avait il y a 40 ans. Je pense qu'on n'est pas plus mal quand même avec ça. Il faut le soutien de l'autorité publique parce que à un moment donné, il faut des mesures de coercition. Wahab, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je vais vous passer la main. On vous remercie d'être passé à moi pour nous apporter vos éclairages sur les missions et comment vous voyez le déploiement des différentes missions fixées au niveau de la qualité pédagogique des enseignements, des contenus, des profils des enseignants, mais également des mœurs à polisser entre enseignants et étudiants. Mais en même temps, vous indiquiez au départ que vous aviez aussi sur le cœur un certain nombre de problèmes que vous souhaiteriez mettre sur la table et qui doivent être autant de chantiers à franchir avant qu'on conclue. Oui, merci, monsieur le journaliste. Donc, comme je le disais, l'installation de la délégation, ce n'est pas une brigade qui est maintenant avancée à nos trousses. C'est suffisant pour corriger un certain nombre de choses, surtout sur le plan pédagogique. Si nous, les enseignants, nous respectons les critères qui seront définis maintenant, je crois qu'on n'aura pas de problème pour notre avancement après notre inscription sur une quelconque liste de CAMES. Mais cela ne peut que résoudre partiellement les problèmes de l'université. Je répète, nécessairement, il nous faut des infrastructures équipées. Et il nous faut aussi un recrutement massif. Cela va nous permettre maintenant de faire une réorganisation interne, augmenter le nombre de groupes pédagogiques pour mieux encadrer les étudiants maintenant en tenant compte des critères qu'ils vont définir dans leur cahier de charge, en tenant compte des conseils du chef de l'État, maintenant pour aller de l'avant. Il y avoir du bonheur de l'étudiant, de l'enseignant,
tenant de la communauté universitaire et du Bénin entier. Merci. Professeur, votre mot de conclusion. Oui, comme préoccupation, il serait bien que la haute autorité, que nous savons attentive à tout ce que nous disons, sache qu'au niveau de l'enseignement supérieur privé, qui n'existe d'ailleurs plus parce que le gouvernement a fait en sorte que les universités publiques nous adoptent et qu'on ne parle que d'une université de l'enseignement supérieur au Bénin, nous aurons aimé quand même pouvoir avoir un soutien dans nos ambitions de porter de l'innovation. Avec les réformes qui piétinent, nous mourrons, nous nous enterrons, nous enfonçons. Parce que des établissements ont fait des investissements. Vous parlez des réformes dans votre univers des établissements privés. Vous êtes obligés de marcher à la même cadence pour être évalué à la même cadence, alors que des gens ont fait des efforts d'aller à un niveau. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Comme on sait que l'évaluation sera médiane, on laisse tomber, puis vous mourrez parce qu'il faut payer après les dettes. Il faut également que nous puissions demander très respectueusement au gouvernement de la République de nous tirer de cette loi qui régit, enfin de ce décret qui régit le fonctionnement des établissements privés de l'enseignement supérieur privé, qui date de 2008, alors que nous sommes en 2023 avec un président qui lorgne et côtoie le siècle prochain déjà. Je vous remercie. D'accord. On va donc souhaiter que votre plaidoyer ne soit pas tombé dans les oreilles dessous, afin que cela apporte de soulagement, n'est-ce pas, aussi bien à vous, promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur, qu'aux apprenants et aux parents également, et que cela réjaillisse également sur le contenu et la qualité des formations données, puisque vous deux, vous avez souligné combien les apprenants, n'est-ce pas, du Bénin, des universités publiques comme du privé sont convoités à l'extérieur. On va donc vous dire merci. Merci à vous, docteur Virgile Ayi. Je rappelle, vous êtes directeur de recherche et président de l'Union des établissements d'enseignement supérieur du Bénin. En abrégé, ça fait EPES. Et à vous également, professeur Félicien Blessy, recteur de l'Université d'Abomey-Calavi. Mesdames, Messieurs, ce sera tout. Merci de vous être montré disponible pour nous suivre sur cette actualité. Osia Sonovo. Merci beaucoup, Wahab. Merci. C'était un plaisir de conduire ce plateau avec vous sur un sujet aussi délicat que celui mis sur la table. Me semble-t-il, l'essentiel visé, c'est de continuer à élever le label Bénin, tout simplement, et à nous éviter de la dégringolade dans un contexte où on vise l'émergence dans tous les secteurs. Et comment maintenir ce label si on doit se fier seulement à la seule sagesse, à la seule conscience morale des gens? C'est pour ça que, pardon pour le professeur Avlessi qui n'aime pas trop le mot, la peur du gendarme est toujours forcément le début de la sagesse. Merci de nous avoir suivis.